Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur TV5 Monde. Nous sommes à l'Institut du Monde Arabe, au cœur de Paris. Et c'est une émission dont je suis l'incontestable héros, émission croustillante, avec quelques amis qui sont venus évidemment aujourd'hui. Alain Gerlach, salut mon cher Alain. Non, je plaisante Alain parce que je lisais justement, parce qu'on a parlé de Houellebecq tout à l'heure, dans un de ses grands romans, donc Extension du domaine de la lutte. Au bout de 20 pages, il dit « Les pages qui vont suivre constituent un roman, j'entends une succession d'anecdotes dont je suis le héros ». Et ça avait commencé depuis 15 pages. Donc Alain est ici, Michel Serruti. Michel, je suis ravi de vous retrouver. Mathieu, bonjour. Bonjour. Et Slimane Zeguidour est quelqu'un que vous connaissez bien, évidemment, sur l'antenne de TV5 Monde, puisque Slimane est notre éditorialiste de politique étrangère. Et nous allons parler, évidemment, des mouvements autonomistes après l'affaire de l'Écosse dans un instant. 3 sujets au sommaire d'aujourd'hui. Pour commencer cette émission, nous allons évidemment nous appuyer sur le non apporté donc au référendum en Écosse. Mais la tentation autonomiste, elle existe, la tentation nationaliste, elle existe, et nous allons voir dans quelle proportion cette tentation s'appuie sur la langue et sur la culture. J'évoquais Michel Houellebecq, évidemment, tout à l'heure. C'est Jean-Louis Aubert qui sort un disque à partir de textes de Michel Houellebecq. Mais Michel Houellebecq est le héros de 2 films, et vous savez que c'est, disons, l'un des romanciers francophones qui reste un événement dans le monde entier. Et enfin, c'est le 80e anniversaire de quelqu'un que vous connaissez évidemment tous, qui est Brigitte Bardot. Brigitte Bardot est une star internationale, une star contestée ces dernières années pour des prises de position politiques, qui a arrêté il y a 41 ans sa carrière de cinéma pour se consacrer donc à la défense des animaux. Voici donc le programme, et c'était le sommaire. Allons-y carrément pour ce premier sujet. Donc les Écossais, finalement, ont refusé l'indépendance. Est-ce que pourtant cela va calmer les mouvements indépendantistes dans l'espace francophone? C'est ce que nous allons voir avec nos camarades. Le temps de découvrir donc un reportage qui lui est consacré. En Belgique, les nationalistes flamands avaient prié jusqu'au bout de la nuit pour la victoire du oui écossais. Cela n'aura pas été suffisant et le rejet de l'indépendance par plus de 55% des électeurs écossais représente aujourd'hui une douche froide pour les différents mouvements autonomistes européens, notamment pour les autorités catalanes qui comptaient sur le précédent britannique pour ouvrir la voie à leur référendum consultatif prévu le 9 novembre prochain. J'aurais préféré que le oui l'emporte en Écosse, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour nous et pour moi en tant que président du gouvernement catalan, il est plus important de tenir le référendum que d'avoir l'indépendance. Le Parlement catalan devait d'ailleurs approuver dans la journée la loi organisant le référendum, au grand désarroi du Premier ministre espagnol qui s'y oppose fermement et a déjà annoncé qu'il saisirait le tribunal constitutionnel. Comme les autres leaders européens, Mariano Rajoy a évidemment salué le maintien de l'Écosse dans le Royaume-Uni, un maintien qui arrange également les institutions européennes. Ce résultat est bon pour notre Europe unie, ouverte et plus forte. C'est précisément ce pourquoi la Commission européenne se bat. Car paradoxalement, les indépendantistes écossais sont bien plus europhiles que le gouvernement central britannique, mais leur attachement à l'Union s'accompagnait d'un désir d'une Europe plus sociale, d'où la méfiance à leur égard de la part de Bruxelles et la satisfaction des différentes places financières qui ont salué la victoire du non par des hausses d'indices dès la reprise des marchés ce matin. Voilà, dans l'affaire de l'Écosse, les grandes stars du Royaume-Uni ont pris part. Je parle des stars culturelles, puisque nous sommes dans une émission culturelle. Mick Jagger, Paul McCartney, J.K. Rowling pour le oui, et d'autre part Annie Lennox ou bien évidemment Sean Connery pour le non. On a l'impression que dans toutes ces affaires-là, la culture joue un rôle fondamental. Alors les stars qui se prononcent pour le oui, pour le non, c'est un peu comme lors d'une élection présidentielle en France, les candidats sont soutenus par... Mais c'est pas très significatif. Lorsqu'on regarde l'histoire de la Belgique, par exemple, on s'aperçoit qu'en 1830, quand on a créé ce pays de toutes pièces, finalement, on a essayé d'imposer la langue française à tout le monde. Le néerlandais a été vraiment considéré comme une langue au mieux à maintenir pour les classes populaires comme dialecte, et ça aurait été quand même la solution ultime de pouvoir l'éradiquer. Et donc, à cette époque-là, les écrivains flamands, au 19e et encore au début du 20e, ont joué un rôle essentiel dans l'émancipation culturelle et la reconnaissance de cette langue. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, maintenant que la Flandre est riche, elle a toute sa reconnaissance, on s'aperçoit que le monde culturel flamand est, au contraire, plutôt majoritairement favorable au maintien de la Belgique,
au nom d'une société multiculturelle, non homogène, etc. Donc les choses sont, selon moi, variables. Donc, selon les époques, Alain... ce n'est plus du tout comme à l'époque. Voilà, mais est-ce que vous avez le sentiment globalement que, quelle que soit l'aventure qu'on vient de vivre tous en Écosse, celle que va raconter Mathieu au Québec ou Michel en Suisse, que vous avez l'impression que tout ça, finalement, c'est derrière nous, même si c'est des consultations importantes? Ah non, je ne pense pas que ce soit derrière nous. Je pense qu'il y a vraiment encore en Belgique un débat sur l'avenir du pays, qui est aussi lié sans doute à une certaine crise de l'Europe. Je pense que globalement, on cherche de nouveaux espaces et on cherche aussi une façon de vivre ensemble dans des espaces divers. Ce n'est pas résolu. On parle tout le temps de société multiculturelle. Ce n'est pas aussi simple que ça, on s'en aperçoit aujourd'hui. Parce que visiblement, le choc, c'est entre les nations et l'Europe, tandis qu'entre les régions et l'Europe, les Corses, la Bretagne, le Pays Basque, les Catalans, finalement, ils s'insèrent plus dans un contexte européen que dans un contexte national strict. Je crois que la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on combine des identités multiples. Le rose vous va très bien, Mathieu. Non, mais vous avez bien fait de traverser l'océan Atlantique. Mais il était acheté en France, en plus. Ah, en plus Oui. Alors, chez vous, est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus le reflux par rapport à la génération que j'ai connue, Aimé, Félix Leclerc et les autres, qui avaient une véritable envie d'accéder à une certaine forme d'indépendance? Mais je pense que, évidemment, la dynamique politique au Québec est complètement différente de celle qui court en Europe parce que les États-Unis, on est 7 millions de francophones, il y a 300 millions d'Américains à côté, le pays le plus fort culturellement au monde. Il y a la dynamique, évidemment, anglais-français au Canada qui joue beaucoup. Mais il faut dire qu'au Québec, ce qui est intéressant depuis les 50 dernières années, parce qu'il faut dire que l'infrastructure culturelle du Québec, elle n'est pas très vieille. Elle a 50 ans. La création du ministère des Affaires culturelles, ça date de 1961. Donc, c'est tout récent. Au Québec, il faut dire qu'actuellement, il y a une espèce de... en fait, l'absence de souveraineté politique, et c'est peut-être pas demain la veille qu'on va la trouver, s'il faut en croire les sondages actuellement, est contrebalancée par une présence culturelle, mais qui est absolument surreprésentée au Canada. On n'a qu'à regarder, par exemple, la force du cinéma québécois dans le monde. Les films canadiens qui vont à l'étranger, en général, ce sont des films québécois. Les cinéastes canadiens qui vont à l'étranger... Donc plus la défaite est politique, plus c'est bon pour la culture et l'expression culturelle. C'est un peu ça ce que vous tirez de l'expérience du Québec. C'est que le Québec, à défaut d'avoir acquis son indépendance, il y a bien des gens qui auraient voulu que le Québec ait pu acquérir son indépendance. Il y a eu un référendum en 1980, il y en a eu en 1995, ça a passé à 1 % en 1995. À défaut de ça, la culture québécoise est extrêmement forte et elle est exportée partout dans le monde. On n'a qu'à penser, par exemple, au Cirque du Soleil, l'exemple le plus... on fait le tour de tout le monde et après, on se bat. En Suisse... En Suisse, on ne se bat pas, Guillaume. Vous devriez savoir ça. Non, vous allez voir ça, on va s'en charger. En Suisse, je pense qu'il y a deux niveaux d'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Suisse joue à une sorte de « je t'aime, moi non plus » à l'échelon continental européen. C'est plutôt « moi non plus » d'ailleurs que « je t'aime » en ce moment, puisqu'elle fait à la fois partie de l'Europe et puis pas vraiment, à la fois parce qu'il y a les accords bilatéraux, puis en même temps, aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a de réelles velléités. On l'a vu avec une récente votation qui tend à vouloir stopper ou en tout cas quantifier l'immigration, à ne pas véritablement s'insérer dans l'Union européenne. Puis en même temps, il y a un deuxième discours, c'est-à-dire que le pays lui-même est aussi une mosaïque qui a dû se créer, c'est une confédération, il y a 4 langues nationales, 3 principales plus le romanche, il y a 3 cultures, tournées vers l'Italie, tournées vers l'Allemagne, tournées vers la France. Donc il y a déjà un équilibre à l'intérieur du pays qui doit exister entre ces 3 régions, où on compose constamment au niveau culturel, au niveau politique, au niveau religieux également. Et puis, au-delà de ça, ça marche plutôt bien. On a appris à s'entendre, on a appris à se respecter, on a appris à avoir une création culturelle qui fonctionne en Suisse romande avec certains codes, en Suisse allemande différemment, au Tessin encore différemment. Il y a finalement relativement peu d'artistes qui sont réellement des artistes qui sont pan-suisses, entre guillemets. Il y avait Émile, mais Émile, il a pris sa retraite. Il y avait le clown Dimitri. D'une certaine manière, il y a Massimo Locchi qui travaille dans les 3 régions. Mais au-delà de ça, chacun fonctionne un petit peu dans son coin. Et puis maintenant, il se pose encore l'autre problème, c'est comment est-ce qu'on intègre cette mosaïque qui fonctionne déjà entre elles dans la grande mosaïque de l'Union européenne. Non, mais je n'ai pas la réponse. En ce moment, ça tire de tous les côtés, et puis on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Est-ce que le mouvement est vraiment, Simon, parce que vous avez beaucoup travaillé, est-ce que le mouvement, globalement, est un mouvement de reflux par rapport à ce qu'on a connu dans les années 70, où souvent, d'ailleurs, le nationalisme, voire le régionalisme, était associé soit à des mouvements d'extrême gauche, soit au contraire à des mouvements d'extrême droite? Il y a un reflux dans la virulence
dans le recours à des moyens illégaux pour exprimer la volonté autonomiste. Ça, c'est les Basques. Le grand problème européen, c'est les Basques. Aussi d'autres. Les Irlandais. Les Irlandais ont pacifié leurs revendications, les Basques, les Corses. Au Québec aussi. Et au Québec aussi, oui. Je me souviens du film Les Ordres, c'est le premier film québécois que j'ai vu. Du Québec, qui est passé même à la violence. Donc il y a un reflux de la virulence et des recours aux moyens illégaux pour exprimer cette revendication. En revanche, il y a une expansion, une vigueur nouvelle dans la revendication sur une base culturelle, d'autant plus que l'Union européenne, dans ses instances, encourage le développement et la résurgence des cultures locales et villageoises. De ce côté-là... c'est l'université corse à Corté, par exemple. Par exemple... L'apprentissage de la langue. En Bretagne, notamment, mais aussi dans d'autres pays européens. Mais ce qui est symptomatique dans ces revendications autonomistes, c'est que les plus vigoureuses se présentent en Espagne et en Angleterre, c'est-à-dire dans les deux plus grands empires que l'Europe ait jamais construit, l'Empire britannique et l'Empire espagnol, qui ont construit un empire mondial à partir d'un centre extrêmement bien tenu. Or, c'est ce centre aujourd'hui qui explose. Vous avez les Écossais qui réclament leur indépendance, mais il y a derrière les Écossais, il y a les Gallois qui regardent ça avec beaucoup d'intention, et il y a les Irlandais du Nord. De toute façon, ils vont obtenir quelque chose, Slimane. C'est-à-dire que ce 45% finira par obtenir une part d'autonomie dans le système du Royaume-Uni. Ah ben certainement, c'est ce qui leur a été promis en tout cas. Je pense que dans le choix du non, il y a ces promesses du pouvoir central d'accorder plus d'autonomie qui a pesé, certainement. Il y a par exemple sur le plan culturel en France le festival interceltique où on voit justement des gens venir d'horizons très différents se retrouver pour jouer de la musique, défendre la culture, etc. Vous avez des rencontres entre les Corses, les Kanaks qui viennent de Nouvelle-Calédonie. Comment ça se passe au Québec, justement? Il faut faire attention avec les promesses référendaires, parce que vous savez qu'au Québec, en 1980, il y a Pierre Elliott Trudeau, qui était premier ministre du Canada, qui avait dit, d'ailleurs, c'est sa déclaration, qui avait mis ses sièges en jeu pour dire aux Québécois, si vous votez non, on va vous donner plus d'autonomie. Il y a eu un rapatriement de la Constitution en 1982 et peut-être que des gens vont l'apprendre ici aujourd'hui, mais le Québec, officiellement, ne fait pas partie de la Constitution canadienne et ça fait plus de 30 ans. Et le Québec n'est pas signataire de la Constitution rapatriée par Trudeau en 1982 et c'est encore un gros caillou dans le soulier constitutionnel au Canada. Alors, il faut faire attention à ces promesses. Mais la base de tout ça, c'est une question que je vous pose tous les quatre, c'est quoi? C'est la langue? Parce que, par exemple, regardez même un pays comme les États-Unis, épisodiquement, on voit de temps en temps des voix en Californie qui disent « stop, on veut notre indépendance ». Mais il n'y a pas d'automatisme, je ne pense pas qu'il y a... Quelle est la base de tout ça? Il n'y a pas un automatisme entre la promotion de la langue quand elle est méprisée ou minoritaire, ou la promotion de la culture, ou les revendications économiques. Ça n'entraîne pas nécessairement le switch, le passage, c'était un clin d'œil, vers une revendication autonomiste ou indépendantiste. Oui. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas systématique. Et je pense que c'est ça justement l'enjeu, c'est de faire en sorte d'avoir des entités qui sont suffisamment ouvertes pour que chacun s'y sente à l'aise, sans nécessairement que le moindre problème suscite des réactions négatives. Mais c'est clair qu'en Belgique, par exemple, la revendication nationaliste flamande, elle est avant tout portée aujourd'hui par une revendication de type économique, financier, des choix politiques. C'est un peu le message vis-à-vis de la Wallonie plus pauvre et plus à gauche. Vous avez envie de mener une politique de gauche, faites-le, mais avec votre argent. Bon, en Belgique, de toute façon, il y aura pas de référendum, normalement. On va toujours essayer de s'arranger entre nous. On est dans un face-à-face. C'est ça qui fait la différence avec la Suisse ou d'autres pays. On faisait référence à l'Espagne. On a un face-à-face entre deux entités de volume ou d'importance relativement similaires. Il y a une différence, mais enfin, elle n'est pas fondamentale. C'est un contre un. Tandis qu'en Suisse, ça se présente complètement différemment, en Espagne aussi sans doute, ce qui fait qu'on aura quand même toujours tendance à trouver un certain nombre de compromis. Mais on pourrait quand même arriver un jour à ce que la Belgique continue à exister, mais ne soit plus finalement qu'une coquille vide. Ce serait un compromis à la belge, comme on dit, qui arrangerait un peu tout le monde. Elle existerait toujours, on aurait toujours notre roi commun. D'ailleurs, même en Écosse, on ne voulait pas renoncer à la reine. Mais bon, pour le reste, ce serait chacun ses affaires. Michel, un dernier mot, et les tweets arrivent. Oui, mais justement, en Suisse, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des forces, on va dire, de valeur égale qui composent. On a vraiment la partie germanophone, la Suisse alémanique,
qui est la partie la plus importante au niveau de la population et au niveau des ressources économiques. Le T5 est la plus petite partie, et puis la Suisse romande qui se débrouille plutôt bien en termes d'économie, mais qui est nettement minoritaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de velléité d'indépendance de part et d'autre. Aujourd'hui, le véritable clivage dans les votations, il est moins tant au niveau linguistique qu'au niveau urbain, c'est-à-dire que c'est la campagne qui vote à l'opposé de la ville. Et on se retrouve avec ces deux Suisses-là aujourd'hui qui doivent composer ensemble. Mad l'Africain, l'indépendance de l'Écosse est encouragée, l'indépendance de la Flandre, dit-il. Robert Duchesne, West Weekend, l'Escosse, la Catalogne, pourquoi pas le Québec? Donc voilà un encouragement. Chaud cacao, ça vous ferait plaisir si la Corse et la Bretagne prenaient leur indépendance? Ce serait la fin de la France. Et puis Morgane Pereira, la Catalogne a un territoire, une langue, une culture et un peuple. L'autodétermination est logique. J'ajoute Martin Mayette. Maxime Bernier dit que l'indépendance du Québec est chose du passé, etc., etc. Slimane, affaires culturelles et plus politiques. Oui, maintenant, les deux sont liés. En plus, ce qui complique cette question des autonomies, c'est l'expansion de l'Europe vers l'Est. Par exemple, en intégrant la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et Chypre, nous avons aussi intégré des problèmes autonomistes encore plus vigoureux. Car dans les pays de l'Est, il n'y a pas seulement des minorités linguistiques, il y a des minorités ethniques, ce qui complique encore l'affaire. C'est les tensions qu'on connaît actuellement. Par exemple, dans le nord de la Roumanie, il y a les Hongrois de Transylvanie, vous avez les Allemands de la Pologne, à l'intérieur de la Pologne, qui ont la double nationalité. Bref, on a multiplié cette question des Et le souvenir revient quand même, par exemple, de grandes guerres qui ont démarré justement avec des revendications nationales particulières, les Allemands revendiquant les Sudètes, par exemple. Mathieu, vous avez le droit à un petit mot. Petit mot, oui. Car Michel Houellebecq et Jean-Louis Aubert vous attendent. Alors, je vais être bref. Simplement pour dire qu'il faut aussi que c'est un défi pour les ensembles politiques d'être capable de reconnaître des différences régionales. Et ça peut être un frein, justement, aux forces centrifuges qui veulent que ces États-là éclatent. Dans le fond, de facto, on pourrait dire que l'indépendance culturelle du Québec, elle existe au sein du Canada. La culture québécoise, il faut le redire, elle est extrêmement forte et elle existe à l'intérieur d'un ensemble fédératif. Et il faut le noter, ça. Et donc, si les ensembles sont capables d'accommoder ces cultures nationales-là, ça peut être... C'est aussi l'enjeu de la francophonie. Une solution. C'est aussi l'enjeu de la francophonie au plan mondial. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Arrive Michel Houellebecq donc, et Jean-Louis Aubert le téléphone. Merci Slimane, je suis ravi de vous avoir accueilli. On se retrouvera évidemment sur tous ces sujets dans de prochaines émissions. Estelle Martin a eu la chance de rencontrer nos deux camarades, Houellebecq et donc Jean-Louis Aubert, puisqu'il va y avoir à Paris donc un concert et peut-être donc d'autres concerts un petit peu partout dans l'espace francophone. Ils sont dans un état, disons, particulier. Le jour monte et grandit, retombe sur la ville. Nous avons traversé la nuit sans délivrance. J'entends les autobus et la rumeur subtile des échanges sociaux. J'accède à la présence. Mes poèmes ont toujours été faits pour être dits. D'ailleurs, encore maintenant, je les dis. Moi qui, tout timide que je suis, ai envoyé un mail et appelé. Et je pense qu'en fait, s'il y a beaucoup de gens qui le sollicitent, c'est que c'est une source d'inspiration en ce moment. C'est peut-être une des seules personnes qui est habillée d'une attitude forte, mais que c'est pas un maquillage, c'est juste une nature. Où est-ce que je suis? Il y a du feu partout. Je n'entends plus de bruit. Je suis peut-être fou. Il faut que je m'étende et que je dorme un peu. Il faudrait que je tente de nettoyer mes yeux. Je vais publier un livre dans pas très longtemps. Non, je change pas vraiment, mais ça va. J'ai l'impression de faire des bons choix. Peut-être il sera prix Nobel un jour. Ouais, ce serait sympa, mais je mourrais quand même. Les prix Nobel, ils meurent aussi. Surtout. Je rêvais de notre monde et de cette soirée avec Michel. Voilà.
allez vous la retrouver sur scène, évidemment à Paris, et puis probablement un petit peu partout. Dans l'état où ils sont, on espère quand même qu'ils vont pouvoir tenir le coup. Hein. Qu'est-ce qu'il a leur état? À côté de Keith Richards, c'est rien du tout. Ah oui, c'est vrai. Ils sont en pleine forme. Il n'y a manifestement pas que la Terre qui est ronde. Hein. Mais vous êtes très heureuse. Estelle, bonjour. Bonjour. Vous avez vu ces deux charmants garçons? Oui, j'ai eu la chance de les rencontrer. Effectivement, c'était à la Maison de la Poésie. Et voilà, c'était vraiment. J'avais hâte de rencontrer Houellebecq, puisque j'adore Houellebecq. Et c'est un personnage. Et pour moi, c'est une rockstar. Un peu comme Mick Jagger, même s'il n'a pas exactement le même sens du rythme. Et c'était vraiment une soirée mémorable. Pas les mêmes lèvres, non? Peut-être. Mais c'était une soirée mémorable parce que c'est vrai, il y avait une vraie complicité avec le public, avec Aubert. C'était très touchant, très émouvant. Je vous trouve très injuste. Ils ont fait 1h30 de prestation, de performance. C'était un peu fatigué. Et donc vous êtes en train quand même de lever le voile sur un des aspects justement de la personnalité de Michel Houellebecq, parce que bon, Aubert on le connaît, donc musicien, classique, auteur. Houellebecq, au fond, il y aurait derrière la littérature, qui est quand même son grand engagement dans la vie, il y aurait cette volonté d'être autre chose, autre part. Oui, mais alors ce qui est curieux, c'est autre chose, autre part, mais tout en restant Houellebecq. C'est ça, parce que dans les films, que ce soit les 2 films qui viennent de sortir, ou même là, il est comme on attend qu'il soit, surréaliste. Il plane très haut, mais j'ai l'impression qu'il ne joue pas de rôle. Et ça, c'est aujourd'hui, je trouve, dans notre société qui est quand même super marketée, faut vraiment être dans un certain carcan. Lui, il est là et on a l'impression qu'il s'en moque un peu de ce que les autres pensent, ou il est tel qu'il est. Et je trouve qu'une nature, quand Aubert dit que c'est une nature, je trouve que ça le définit bien. Et puis même, en quelques mots, toujours avec Houellebecq, évidemment, la capacité à rendre les choses hyper sensibles et simples. Par exemple, le titre de l'album s'appelle « Les parages du vide », et on retrouve évidemment dans ce titre, comme par exemple dans La possibilité d'une île, la carte ou le territoire ou les particules élémentaires, eh bien, ce qui peut caractériser son travail. Le premier grand roman étant l'extension du domaine de la lutte. J'aime bien apporter la collection J'ai lu, parce que c'est le petit truc un peu pourri quand on achète, quand on aime les livres, une collection de poche monumentale. Vous avez vu, Guillaume, je fais comme vous. Voilà, vous venez avec votre petit Houellebecq sous le bras. Vous êtes insensible. Non, pas insensible. Si. Non. Mais pourtant, vous avez une chemise qui est d'un Houellebecquien. C'est votre Non, mais c'est vrai. Écoutez, mais en général, lui, il a les chemises avec des manches courtes. Est-ce qu'on peut m'apporter la bouteille de vin aussi? Non, mais il a les chemises avec des manches courtes, oui. Ah non, ce sont des manches longues, hein, regardez. Et elles ne sont pas élimées ici, hein, donc c'est pas collé. Non, mais moi je trouve que je suis un peu dubitatif devant cette espèce de Houellebecq mis à toutes les sauces ces dernières semaines. Je me demande si finalement il n'est pas un peu instrumentalisé, parce que bon, il y a l'album de Jean-Louis Aubert. Oui, mais Aubert, on sent qu'il a une réelle admiration pour Mais alors Houellebecq. maintenant, il y a aussi l'économiste Bernard Maris qui sort Houellebecq, économiste demain. Houellebecq, fashion victime de demain, Houellebecq, conducteur de F1. Je veux dire, est-ce que les gens ne sont pas en train, parce que c'est un phénomène et parce que c'est un grand écrivain, de le mettre à toutes les sauces? Preminger a adapté... Quand Sagan a sorti son premier roman, donc bon, Enfin, il est cycliste quand même. D'accord, mais ça a été adapté immédiatement. Bon. Mais moi, je pense qu'il faut laisser la parole à ceux qui aiment vraiment. J'aimerais vous dire quelque chose, parce que je me suis vaguement souvenu d'une page qui était dans La carte et le territoire, et je crois que ça résume bien, d'une certaine manière, Houellebecq et sa philosophie, quand bien même là, ces lignes ont été écrites pour l'un de ses personnages, il ne parle pas pour lui. Il écrit « Être artiste à ses yeux, c'était avant tout être quelqu'un de soumis. Soumis à des messages mystérieux imprévisibles, qu'on devait donc, faute de mieux, et en l'absence de toute croyance religieuse, qualifier d'intuition. Messages qu'il n'en commandait pas moins de manière impérieuse, catégorique, sans laisser la moindre possibilité de s'y soustraire, sauf à perdre toute notion d'intégrité et tout respect de soi-même. Ces messages pouvaient impliquer de détruire une œuvre, voire un ensemble d'œuvres entiers, pour s'engager dans une direction radicalement nouvelle, ou même parfois sans direction du tout, sans disposer du moindre projet, de la moindre espérance de continuation. C'est magnifique. Mathieu. Si c'est un phénomène, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé sur la longueur. C'est quelqu'un qui s'est toujours attaché à ces thèmes-là et qui n'en a pas dérogé. On oublie souvent que son premier livre, c'est pas Extension du domaine de la lutte. C'est un essai qu'il avait fait sur Lovecraft, absolument. Qui était le maître à penser de Stephen King, donc grand romancier de fantastique américain début du 20e siècle. Ça s'appelait « Contre le monde, contre la vie ». Alors, je pense que le thème était déjà placé. Et si ça continue aujourd'hui, Houellebecq, si justement on l'instrumentalise, et je pense que vous avez raison,
il y a un peu, on va mettre Houellebecq à toutes les sauces et ça va faire vendre. Parce que le film, par exemple, des frères, pas des frères, mais de Kervern et de Lépine. Ouais. Bon. Oui, mais ils ont un univers vraiment particulier. Moi, Oui, je pense pas qu'on puisse dire que c'est dans une démarche de faire vendre. C'est quand même des personnages décalés. Mais c'est pas un grand film. C'est pas un grand film. Et d'ailleurs, si on connaît Houellebecq, on ne sera pas surpris du tout en allant voir Near Death Experience. On est dans ces valeurs. C'est assez vrai pour une grande partie des auteurs francophones qui sont adaptés. Les romans de Romain Gary adaptés n'ont jamais donné de grands films. Les romans de François Sagan Sauf que là, il joue dans le film. Sauf que là, il joue dans le film. Et d'ailleurs, on le voit, c'est son personnage. C'est exactement... Et d'ailleurs, il y a une citation qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu ce film-là. C'est tiré de Plateforme. « L'absence d'envie de vivre ne suffit pas pour avoir envie de mourir. Ça résume bien, en tout cas, ce qu'on voit dans le film de Kervern et de Lépine. Mais ce qui est intéressant dans Houellebecq, il va susciter beaucoup de réactions à gauche comme à droite. Mais moi, je ne le vois pas comme quelqu'un ni de droite ni de gauche. Houellebecq, c'est un clinicien. C'est quelqu'un qui va te donner... D'où sa revendication de Balzac. C'est ça, c'est un Balzacien. C'est quelqu'un qui va te donner une radiographie de l'époque. Et je suis persuadé, si on lit Houellebecq dans 100 ans, on va être content d'avoir vu ça et on va dire encore que c'était quelque chose qui était très juste et c'est surtout très bien écrit. Je suis d'accord. C'est pas ta tasse de thé. Non. Mais c'est bien écrit. C'est bien écrit. Non, mais ce qui est étonnant... Non, mais moi, j'ai adoré le concert. Oui, et puis c'est vrai qu'il fait du slam. C'est ce que disait aussi Aubert. Il disait qu'ils ont fait du slam avant l'heure, puisque depuis toujours, il lit ses poèmes. Michel Houellebecq. Du slam... Le slam mou, c'est le meilleur, parce que le slam qui n'est pas mou, c'est très chiant. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, il sait lire. Il a une voix, on l'écoute. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à soit une lecture. C'est vrai qu'il a une présence sur scène et on l'écoute. Ses textes sont très beaux et il adore ça. C'est la revendication d'une certaine manière de rockstar, il l'a toujours effleuré depuis très longtemps. Est-ce qu'il se ressent d'ailleurs dans le film, parce que le film est fait... Est-ce qu'on le lit en Suisse? Oui, bien sûr, Houellebecq. Ben voilà. Et en plus, il aime TV5 Monde, ce cher Michel, il a bien raison. Il vous l'a dit? Oui, il me l'a dit, effectivement, puisqu'il a vécu un certain temps à l'étranger. Donc, effectivement, il m'a dit qu'il aimait TV5 Monde et qu'il regardait TV5 Monde. Et c'est peut-être pour ça qu'il a accepté. Quand il vivait à Lanzarote. Voilà, et il regardait. Parce que c'est vrai que c'est difficile, à chaque fois qu'on doit interviewer... Enfin, moi, c'était la première fois. J'avoue que c'était une de mes entrevues les mythiques. Je pense qu'elle va rester dans ma petite carrière. Mais jusqu'au dernier moment, j'avais peur. Parce que c'est vrai qu'il y a cette notion avec Houellebecq, et c'est ce que disent aussi les metteurs en scène ou les cinéastes, c'est ce côté insaisissable. D'ailleurs, c'est toujours sur la disparition, que ce soit de l'enlèvement de Michel Houellebecq qui est passé dernièrement, où il est effectivement enlevé, la notion de la mort dans le film de Kervern. Et là, on se dit toujours, est-ce que Michel sera là? Est-ce que Michel Houellebecq sera là? Il était là. Pour moi, c'était un petit miracle. Et effectivement, j'étais ravie. Et aussi, l'autre chose, il plaît à Aubert, mais aussi à la nouvelle génération. Je ne sais pas si vous avez vu l'adaptation des Particules élémentaires par Julien Gosselin, qui est un jeune metteur en scène, qui est venu à Montréal d'ailleurs, qui est extrêmement réussi. Et il a choisi que des jeunes, ils ont 20-25 ans, les acteurs, et ils prennent le texte des Particules élémentaires. Ça sera à voir à partir du 9 octobre à l'Odéon. C'est brillant, c'est vraiment une mise en scène que je recommande. Il y a même eu une exposition au Consortium Dijon qui a été faite sur la carte et le territoire, une exposition d'art contemporain, les tweets. C'est intéressant, d'ailleurs, avant les tweets, que vous parliez du fait que... Bon, Guillaume Guillaume, c'est pas grave, on fera les tweets après. Non, mais si, c'est intéressant. Il n'y a aucun problème. Merci. C'est intéressant que vous parliez du fait de la disparition, de la non-présence de Houellebecq, et puis en même temps qu'il soit autant précisément, constamment présent dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Les talents de conteur aussi dans le film, parce que le film est fait avec de tout petits moyens, on va dire, techniques au niveau de l'image, et puis c'est lui qui tient le film à bout de bras, ne serait-ce que par son commentaire de ce qu'il raconte. C'est un formidable conteur. Mais moi, ce qui m'a frappé un zoom comme ça où on voit ses muscles. Ce qui m'a frappé dans les images d'Estelle, c'est qu'en fait, de plus ça va, plus il ressemble à Françoise Sagan. il a la mèche comme ça, et à mon avis, à peu près le même régime. Il doit être essentiellement constitué d'alcool et de pharmacie. Je n'en dis pas plus que les tweets. Mais quel talent! Quel talent! Absolument. Patrick Simonin, incroyable, que vous connaissez évidemment, sur TV5 Monde. Incroyable comédien pendant 1h30 quasiment seul face à sa mort dans le nouveau Kervern et de Lépine. Stockholm de Kervern et de Lépine fut un choc, Houellebecq est fabuleux. Et enfin Mother Shaker, Houellebecq c'est comme Depardieu, il plane. Voilà donc pour ces tweets, évidemment pour 200 millions de critiques et de participer au site de TV5 Monde. Dans un instant, nous allons parler de Brigitte Bardot, c'est le 80e anniversaire. Nous allons parler de ce personnage connu planétairement et à la fois adulé et controversé. Auparavant, grâce à Estelle, vous allez découvrir le zapping culturel de la semaine. L'accent suisse, un peu chantant, le bonjour. Oui. Comment c'est ?
bonjour, c'est chanté, bonjour. Et il y a une chanson, c'est le début d'une chanson, le bonjour en fait. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Miss Tinguette, reine des années folles, revient sur les lieux mêmes où elle régna, le Casino de Paris. Elle chantait pas toujours juste, mais elle avait une énergie, une présence qui faisait le reste. L'entrée des deux stars, Tony Bennett, le dernier des grands crooners, et Lady Gaga, la plus grande star du début du XXIe siècle. La perspective de serrer la main et qui sait de faire la bise à Lady Gaga me fait vraiment plaisir. C'est l'événement du siècle. Une grande star comme elle qui vient en Belgique, c'est historique. La voix n'a pas pris une ride. L'inspiration non plus. Leonard Cohen sort son 13e album. Les musiciens suisses ont tendance à rechercher la perfection, à vouloir exceller à jouer d'un instrument, mais du coup réussir à dépasser cette virtuosité et aller au fond d'eux-mêmes leur est parfois difficile. Si tu poses des questions, il faut qu'on les comprenne. Alors qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Ce que vous faites tous les deux nus dans mon salon. Le spectateur ne saura jamais, donc surtout qu'il ne se pose pas de questions, on n'a pas de réponse. En plein cœur de Winnipeg, le nouveau musée pour les droits de la personne détonne. Cet édifice relance le débat sur une réalité plantée comme une écharpe dans les réputations du Canada, le sort réservé aux droits de ces Premières Nations. Sous le pinceau, petit à petit, Sarah de Vries prend les traits de Clorinda, la méchante belle-sœur de Cendrillon. Un premier rôle pour cette toute jeune diplômée du Conservatoire flamand de Bruxelles, appris en dernière minute. Des palais, des églises, des vieilles pierres et des dorures. Ce week-end, partout de longues files d'attente pour découvrir des lieux insolites, secrets et tous merveilleux. C'était la 31e édition et le succès ne se dément pas. Mommy représentera le Canada parmi les 70 pays qui soumettront des films à l'Académie. C'est un très bel honneur, puis un très beau défi, un très beau challenge qui nourrit mon côté compétitif. Le but de notre musique, c'est de donner de la joie. Et je crois que pour donner de la joie, voilà, il faut être positif. Et je crois que c'est cette positivité-là qui nous accompagne. En tournage pour un documentaire sur sa filmographie, il retrouve le cabaret normand, décor mythique du film Un singe en hiver, tourné en 1962 à Villerville. Votre accueil me bouleverse, mais ne saurait égarer mon jugement. J'ai tout de même pas mal voyagé. Ce qui me permet de vous dire, en connaissance de cause, que votre patelin est tarte, comme il n'est pas permis, et qu'il y fait un temps de merde. Voilà, c'était les zappings culturels préparés par Estelle. Ma chère Estelle, merci. Nous allons parler maintenant pour le troisième sujet, donc de Brigitte Bardot. Beaucoup de gens se réintéressent à la carrière de Brigitte Bardot. N'oublions pas qu'elle a quand même arrêté le cinéma il y a 41 ans, qu'elle a participé à 47 films. Certains de ces films sont évidemment célèbres, comme le fameux Mépris de Jean-Luc Godard. Grâce à nos camarades de France 2 qui lui ont consacré évidemment une émission entière qui s'appelle Un jour, une histoire, nous allons pouvoir vous diffuser cet extrait et parler d'une femme sublime. Il n'y a pas d'autre mot, mais controversé, il n'y a pas d'autre mot non plus. C'est vrai que vous avez croisé tous ces hommes politiques. De Gaulle, Giscard, vous avez dragué Giscard, c'est vrai ou pas? Mais il continue. Ah, il continue, c'est vrai? Il continue à vous écrire? Non, il ne m'écrit pas, mais il me téléphone de temps en temps. C'est vrai? Et j'ai gardé une grande amitié pour lui, oui. Oui. Il est très gentil. C'était un bon président? Écoutez, ça, j'en sais rien. Voilà. Non, je sais pas, à l'époque, mais... je m'en occupais pas du tout de ce genre de truc. François Mitterrand? François Mitterrand, il a eu de jolis gestes vis-à-vis de moi, point de vue social, puisque c'est lui qui m'a remis une Légion d'honneur que je n'ai pas voulu accepter. Mais c'était un joli geste. Chirac? Chirac, alors c'est le roi des menteurs. Ah bon? Ouais. Parce qu'il m'a promis beaucoup de choses. Mais je crois qu'il fait la course avec Sarkozy, parce que les deux m'ont promis énormément de choses, étaient absolument charmants avec moi et ne m'ont rien donné. Mais rien. Rien du tout. Le président actuel? Alors, le président actuel est assez à l'écoute de certaines de mes demandes.
Voilà, vous avez reconnu Laurent Delahousse, donc interviewant Brigitte Bardot pour ce numéro spécial d'Un jour une histoire, donc diffusé actuellement, puisque Brigitte Bardot a 80 ans, en cette fin de mois de septembre. Que pensez-vous les uns et les autres? Alors c'est très compliqué de penser de Brigitte Bardot, parce que Brigitte Bardot, c'est plusieurs personnes. C'est une jeune adolescente qui veut faire du cinéma, après c'est une actrice qui joue dans des films que personne ne connaît, il y a l'explosion des dieux créés à la femme, c'est un troisième personnage, puis tout d'un coup elle arrête tout, et elle se consacre à une autre vie, puis à des engagements auprès de la cause animale et politique. Donc c'est vraiment un personnage composite. Commençons par vous. Pour moi, Brigitte Bardot, effectivement, vous l'avez dit, c'est une femme sublime. Et je trouve que pour les femmes, ça a été un vent de liberté dans les années 60-70. C'est vrai qu'elle a fait fi de toutes les conventions. Et ça, je trouve qu'en tant que femme, c'est bien de dire qu'on n'est pas d'abord une mère, d'abord une épouse, et qu'on peut avoir plein d'amants. Et puis que c'est pas... Oui, on peut changer d'amant, on peut assumer, être libre. Ça, je trouve ça formidable. Mon plus beau jour, c'est une nuit, disait-elle. Voilà, c'est pas mal. C'est très joli. Je ne savais pas, mais c'est très joli. Donc ça, je trouve ça bien, même Simone de Beauvoir avait souligné ce côté femme libre, et je trouve ça formidable. Après, quand elle est devenue une passionnariat des animaux, ça me laisse perplexe, et ces dernières déclarations politiques... Mais bizarrement, elle est récupérée, enfin elle n'est pas récupérée, mais elle est reprise par les écologistes, parce qu'à un moment, il y a 20 ans, la cause animale et l'écologie n'avaient pas le retentissement qu'elle a maintenant, et d'une certaine manière, elle est plus comprise maintenant sur cet engagement-là, en tout cas en France, qu'elle n'était comprise il y a 20 ans, où ça passait, pardonnez-moi l'expression, mais c'était maman et ses chiens-chiens, maman et ses ânes, maman et ses coqs, etc. Or maintenant, elle est reçue très sérieusement par Nicolas Hulot, qui prend son travail et celui de sa fondation très au sérieux. Moi, j'ai été bloquée par une manifestation de la Fondation Bardot à Paris. Il y avait quand même un peu de monde. Oui, certes, mais après, je trouve que tous ces propos aussi politiques viennent parasiter. Quand elle dit que Marine Le Pen est la Jeanne d'Arc du XXIe siècle... Voilà, mais ça me dérange. Alors après, c'est des mélanges. C'est sa liberté aussi. Tout à fait. Vous avez dit, elle a toujours été indépendante, libre. Eh bien, elle est là aussi. Oui, et là, elle défend Hollande. Et là, elle défend Hollande. Oui. Vous êtes une sorte de bébé phoque rouge. J'étais un blanc. Massacreur, assassin. Il a déjà du sang sur ses épaules. Ouais, c'est ça. Au Québec, elle n'a pas du tout bonne presse pour la raison bien évidente que, bon, toute sa croisade contre les phoques, et d'ailleurs, elle et beaucoup d'autres, pour les phoques, en fait, contre la chasse aux phoques, elle et d'autres J'adore l'idée de la croisade contre les phoques. Déjà, on imagine un truc. C'est d'autres choses. C'est une sorte de guerre mondiale. Elle me fait encore l'effet, vous voyez, à 80 ans. What the fuck? Et donc, je pense que ça pose la question plus générale de l'intervention de vedettes dans ce genre de débat-là. Et ça montre justement que la simplification que ces gens-là peuvent faire, parce que ça part toujours d'une très, très bonne intention, ça peut nuire beaucoup plus que ça peut aider. Bardot, évidemment, s'en est pris à la chasse aux phoques. Il y a toutes sortes d'études qui ont montré que c'était pas si barbare que ça, que les phoques meurent généralement après un coup de gourdin. Ils sont complètement sonnés. Il y a beaucoup de documentaires qui... Sonoration. Non, mais c'est vrai. La chasse aux phoques. Non, mais oui, absolument. Mathieu, vous êtes en train de vivre. Non, absolument. Mathieu, le sujet, c'est Brigitte Bardot. Non, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est TV Phoque pour l'instant. Et il faut écouter aussi les scientifiques. Brigitte Bardot, avec toute sa bonne volonté, c'est une actrice qui n'a pas de background scientifique. Les scientifiques nous disent actuellement que les populations de phoques, on va parler de science, tiens, que les populations de phoques sont en explosion dans le golfe du Saint-Laurent. Ils sont passés de 2 millions à 6 millions depuis 40 ans. C'est énorme. Certains disent aussi que ça aurait eu des effets... C'est quand même la seule émission, c'est la seule émission au monde où on parle de l'explosion des phoques. Mais on a raison. Mais vous savez, il y a eu... Je vais raconter une anecdote. Il ne faut pas réduire la cause animale uniquement à ce combat-là. Et c'est vrai, comme le disait Estelle, un peu partout dans nos pays, et en tout cas c'est clair en Belgique aussi, il y a une plus grande conscientisation de la défense du bien-être animal. Cela dit, ce n'est pas tout non plus l'histoire de Bardot. Voilà, je vais reprendre le début d'Estelle et avant que Michel en parle. Pour moi, Bardot, c'est Camille, dans La Maison de Malaparte, dans le film de Godard, avec la musique de Delru, qui a repris Scorsese dans Casino. Mais c'est quand même très daté pour toute une série de générations. Le mépris. Non, mais les films de Bardot, ça parle à une certaine génération. La vérité de Clouseau, le mépris de Godard et Dieu crée à la femme. Il y a deux choses. C'est-à-dire que vous disiez...
voilà, qu'est-ce que représente Bardot aujourd'hui? Alors voilà, on entendait un petit tour de table quand on parlait de l'écologie. C'est vrai qu'en Suisse, ça a aussi un écho, parce qu'il y a un type en Suisse qui est un militant activiste qui s'appelle Franz Weber, qui avait beaucoup collaboré à l'époque avec Brigitte Bardot pour la protection des phoques ou contre la chasse. Voilà. Donc on se souvient aussi de Bardot à ce niveau-là, et Bardot a été beaucoup aidé par Franz Weber. Alors il y a ce côté-là qui est encore prégnant aujourd'hui, et puis le côté artistique. Alors Alain y faisait référence, je crois que ça dépend des générations. Moi qui suis né au milieu des années 60, alors quand on voit Bardot à l'écran, bah évidemment, c'est une très belle femme, donc on comprend sa beauté, ça nous touche, ça nous émeut. Mais par contre, tout l'aspect des bouleversements, on va dire, sociologiques qu'elle a pu amener, auxquels elle a participé par sa présence ou par les rôles qu'elle a eus, notamment dans Le Mépris ou dans Et Dieu créa la femme, c'est vrai que moi en tout cas, ou les gens peut-être ma génération, on a un regard presque intellectuel là-dessus, parce qu'on peut comprendre que ça s'est passé, mais en même temps, on ne peut certainement pas l'avoir vécu dans notre chair sans mauvais jeu de mots, parce qu'on est arrivé, nous on était ados au milieu des années 80, et puis ce qui s'était passé au milieu des années 50-60, c'est vrai que ça... Ce que je voulais simplement dire en soulignant ça, c'est que ça a été à ce moment-là une tornade mondiale. Oui, alors je vous crois. Comme les Beatles, comme ce type de musique, avec comme revendication la liberté sexuelle dont parlait évidemment Estelle, la liberté de comportement, la liberté de s'habiller. On voit la plupart du temps Bardot en ultra mini-jupe ou avec des pantalons, les motos, les amours avec Gainsbourg, les maris, les amants qui valsent. De la mode. Ça reste encore aujourd'hui une icône de la mode. L'œil de biche, la choucroute. Il y a beaucoup de photographes de mode qui ont repris. On pense à Claudia Schiffer. On dit qu'elle en a créé beaucoup des modes. Mais elle en a créé beaucoup, effectivement. Il y a l'encolure Bardot. Il y a même l'allure. Comme dans les années 70, elle avait vraiment une allure extrêmement moderne. Elle était d'une beauté suffocante. Oui, ça c'est vrai. Mais après, je ne sais pas si elle était une actrice suffocante. Dans un livre d'un auteur... C'est une nature, d'abord. Dans un livre d'un auteur que je ne citerai pas, autrement il va se vexer, mais que nous connaissons bien, à un moment, on lui demande justement, je crois, c'est dans une conférence de presse à Londres, pour Dieu écrire à la femme, on dit, mais enfin, quand même, ce ton, cette manière de jouer, c'est particulier. Et je crois, elle a répondu du tac au tac, elle dit, mais je commencerai à jouer la comédie ou à devenir actrice quand je serai vieille. C'est-à-dire qu'elle avait intégré l'idée qu'elle était quelqu'un au cinéma, mais que l'idée de jouer un personnage, en dehors de ce qu'elle était elle, Camille, c'est elle. Oui. Quand elle répond à Fritz Lang, quand elle répond à Piccoli, quand elle répond à Jack Palance, c'est Bardot. Quand elle parle de ses fesses, c'est Bardot. Quand elle donne une interview pour les pétroleuses. Elle est aux États-Unis, elle donne une interview et justement le journaliste lui demande comment elle joue et elle lui répond, mais je suis comme ça, c'est-à-dire je suis comme ça dans la vie quand je vous parle et sur un plateau de tournage. Donc elle le reconnaissait elle-même. Elle n'était pas comme Marilyn Monroe qui voulait absolument avoir une carrière d'actrice en tant que telle. Enfin, moi c'est ce que je ressens, c'est qu'elle était comme... Et d'ailleurs, Monroe, on a dit que Monroe était beaucoup plus fabriqué par Hollywood que Bardot a pu l'être par le cinéma européen. Il y avait une construction, il y avait quelque chose de plus calculé chez Monroe, tandis que Bardot, c'était le loose cannon, c'est-à-dire que quelquefois, ces déclarations, ça cadrait avec ce qu'on voulait, mais elle pouvait aller faire quelque chose de complètement différent. Et il y avait cet aspect-là très, très libre. Et je pense que ce qu'on peut retenir de ça, même si sur certaines prises de position, on peut dire qu'elle a erré, mais c'est cette espèce de liberté totale-là qu'elle a toujours prise qu'on va retenir de sa vie. Mais l'essentiel, c'est quand même Bardot, actrice, c'est toute cette époque, c'est sa vie à cette époque. Si elle n'avait pas été actrice, on n'aurait jamais parlé de ses autres combats ou de ses prises de position politiques. Revenons à ça, et je crois, comme le disait Michel, que c'est important qu'il y ait comme ça, à l'occasion de cet anniversaire, des témoignages de toute une série de combats et de luttes qu'elle a peut-être menées de manière inconsciente ou innocente ou sans beaucoup de rationalité, mais un engagement qui est un témoignage pour toute une série de générations pour lesquelles, aujourd'hui, la liberté sexuelle, c'est un acquis. Et donc ça, c'est immanquable et c'est à souligner, quelles que puissent être les polémiques ensuite. Actrice, moi je trouve que c'est son côté personnage. Oui, moi j'ai bien son sûr. côté. Je mais sais c'est qu'on la ne doit pas période dire où elle ça était sur actrice, TV5 Monde, mais pour moi, Brigitte Bardot, on pourrait lui accoler Wild. Vous savez, ce côté libre, sauvage. Vraiment, pour moi, c'est ça, Brigitte Bardot. Le personnage de l'époque où elle était actrice, je veux dire, l'actrice et ce qu'il y avait autour. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Tout le reste, le Front National... les petits animaux, il faut quand même le souligner. Il y a quand même des exagérations, il y en a beaucoup. Oui. Il faut pas se laisser écraser par... C'est quand même... Mais ça ne remet pas en cause tout ce qui a été son rôle fondamental à cette époque. Laissons-lui au moins cela. Mais ne nous laissons pas aveugler. Non.
Brigitte Bardot, à la une, le voici. Son dernier livre s'appelle Les As de cœur et il rend hommage justement à tous ceux qui ont travaillé autour de l'éthologie, Konrad Lorenz, Jane Goodall, cette femme donc, qui a vécu avec les grands singes et qui a travaillé sur les grands singes, ou même Paul McCartney qui donc avec son épouse Linda pendant très longtemps s'est intéressé à la cause animale. Et puis je dirais un dernier point avant de clôturer cette émission, d'écouter et de regarder les tweets. Quelque chose qui est très particulier, très contemporain, c'est le thème de la disparition. C'est-à-dire John Lennon qui arrête parce que c'est asphyxiant. Bardot, elle a décidé toute seule un beau jour, alors qu'elle était la femme la plus célèbre du monde, de prendre ses valises et de disparaître de ce monde qui était en train de l'asphyxier. Comme Greta Garbo. Comme Garbo et d'autres. Donc c'est quand même un personnage ô combien intéressant. Vous avez le droit tous à un mot supplémentaire, car je vous aime. Alain. Mais nous aussi, Guillaume. Il faut réécouter Initials BB et toutes les chansons que Gainsbourg a faites, soit en hommage, soit avec Bardot. La cause animaliste est très noble et il y a des gens qui en parlent mieux qu'elle. Écoutons-les, lisons-les, plutôt que écouter Bardot aujourd'hui. Moi, j'invite à revoir Viva Maria. J'aime beaucoup le duo qu'elle fait avec Jeanne Moreau. La séquence du striptease qui fait très Paris-Paris. Vraiment, je trouve qu'elles sont formidables et hyper craquantes toutes les deux. Merci à tous les quatre. Voilà les tweets. Deux petites vieilles toutes ridées. Tu te souviens, quand nous étions jeunes, on voulait ressembler à Bardot. Et bien maintenant, ça y est. N'importe quoi. Donc écrit d'une manière particulière. Bardot demande l'interdiction de l'hypophagie pour ses 80 ans. Du coup, j'ai une envie irrépressible de manger du cheval le 28 septembre. Samia Atroubi. Brigitte Bardot rêve pour ses 80 ans de la fin de l'abattage rituel pour les musulmans. N'a-t-elle pas d'autres rêves que cette obsession contre l'islam? Et enfin Zelda, la fameuse phrase « Quel a été votre plus beau jour ?» de votre vie, je crois que c'est dans une conférence de presse à Londres qu'elle a dit « Mon plus beau jour a été une nuit ». C'est vrai que ces amants furent extrêmement nombreux. Voilà pour Brigitte Bardot. Mon cher Alain, coup de cœur. Coup de cœur. Eh bien, c'est la réouverture du musée juif à Bruxelles, après l'attentat qui a eu lieu en mai. C'était à l'occasion de la journée européenne de la culture juive. Le musée a rouvert et donc de nouveau accessible au public avant des transformations importantes qui viendront plus tard. Mais je pense que c'est évidemment un moment... Ces rumeurs en Belgique d'attentats terribles. Oui, mais au-delà de cela, qui existe un peu partout, cette réouverture a évidemment une dimension symbolique très très forte. Mon cher Mathieu, c'est bien parce que nous sommes très ordonnés à TV5. Dans l'ordre. Voilà, dans l'ordre. Moi, j'ai le goût de vous faire On ne saute pas d'une table à l'autre. Moi, j'ai le goût de vous faire découvrir de l'art des cartes parce que Google Maps vient de développer une application où on peut créer ses propres cartes personnalisées à partir du site. Alors, ça a l'air bien bête comme ça, mais il y a des gens qui s'intéressent, par exemple, aux cartes anciennes et qui superposent des cartes anciennes, comme par exemple, on pourrait avoir une vieille carte de Paris qui serait superposée à ce qu'on connaît aujourd'hui sur Google Maps. Vous avez lu Welbeck, vous, hein? Pardon? Vous avez lu Welbeck, vous? Ouais, je traîne jamais, il est jamais très loin. Et donc, c'est des découvertes à la fois historiques mais technologiques. C'est maps.google.com/gallery. Ma chère Estelle. Alors, je sais pas pourquoi je me mets à hurler. Je sais pas, c'est pour me réveiller. Je sentais que j'étais un petit peu assoupie. Donc voilà. Donc moi, mon coup de cœur, c'est les trophées francophones du cinéma. C'est la 2e édition et l'objectif, c'est de mettre en lumière le cinéma francophone, qu'il soit belge, québécois, suisse, français, burkinabé. Et donc, les nommés sont connus depuis cette semaine. Donc, si vous voulez les découvrir, c'est sur trophée-francophone.org et on connaîtra les lauréats le 3 novembre, notamment sur TV5. Michel, c'est à vous. Merci, Guillaume. Et pour prolonger la petite discussion qu'on avait autour de Brigitte Bardot... C'est Tony Bennett. Je vais mettre à la chanson d'ici la fin de cette émission. Je vais chanter le générique bientôt. Non, moi, je voulais simplement vous proposer d'aller taper dans un moteur de recherche Ursula Andress Bikini. Comment Concurrence avec Brigitte Bardot, c'est ça? Je vous explique pourquoi. Ursula Andress et Bikini, vous tapez ça dans n'importe quel moteur de recherche et vous verrez Ursula Andress sortir des flots dans James Bond contre Dr. No en 62. Ouais. Et puis, puisqu'on parlait de Brigitte Bardot, Ursula Andress, ça a été un petit peu la Bardot helvète. Ursula Andress, d'ailleurs, qui était à Cinecittà avec Bardot, les deux au début de leur carrière, elles habitaient ensemble, très bonnes copines. Et Bardot disait d'Ursula Andress qu'elle la trouvait beaucoup plus belle qu'elle. Comme quoi, c'est quand même croquignolé comme façon de voir les choses. Merci à tous les quatre. Et puis, passez un coup d'œil, si vous avez le temps, parce que c'est vraiment important, au musée Picasso. C'est la réouverture. Vous savez que Salvador Dali a envoyé des lettres à Picasso. Il disait « Ma chère maître, dépêchez-vous de détruire tout, je reconstruirai après. » Ils se sont bien amusés tous les deux. Ciao, nous sommes ravis, évidemment, d'être avec vous dans 200 millions de critiques avec mes petits camarades toutes les semaines. Salut. Bye bye.